Au Sahel, la rumeur devient certitude. La France resserre un cordon militaire autour du Burkina Faso. Cette démonstration de force s'est heurtée à un paradoxe chiffré. Ibrahim Traoré a remis 3 200 armes lourdes et du matériel neuf à ses unités frontalières, un signal d'autonomie stratégique et de mobilisation immédiate. Que signifie pour les Burkinabés et pour nous ce geste d'Ibrahim Traoré face à l'encerclement allégué? Simple communication martiale ou bascule réelle dans l'équilibre régional et la préparation d'une défense intégrée? À Ouagadougou, le vent a tourné. Derrière le geste d'Ibrahim Traoré, un enjeu bien plus vaste se dessine, la redéfinition du rapport de force entre l'Afrique et ses anciens tuteurs. En transférant 200 armes lourdes à l'armée burkinabé, il n'a pas seulement voulu montrer la solidité d'un commandement, il a voulu signifier la fin d'une dépendance stratégique. Car depuis des décennies, la sécurité du Sahel se décidait ailleurs, à Paris, à Washington, dans des états-majors qui prétendaient connaître le terrain mieux que ceux qui y vivaient. Ce renversement d'initiative marque une rupture. La promesse implicite, c'est celle d'une souveraineté militaire capable de protéger les ressources, d'encadrer les frontières et de rendre à la population la confiance perdue. Mais chaque indépendance porte un coup, pression diplomatique, risque d'isolement, menace d'ingérence. Le pari de Traoré repose sur une conviction simple. Sans armée nationale forte, aucune stabilité ne peut naître. Reste à savoir si cette démonstration de puissance tiendra face à l'étau extérieur qui se resserre. Le 5 novembre 2024, une série d'images filmées à Ouagadougou a bouleversé les observateurs. Des colonnes de camions chargés d'armes flambant neuves, des drapeaux du Burkina Faso déployés, et au centre, Ibrahim Traoré remettant symboliquement les clés de 200 unités lourdes à son armée. Ce n'était pas une parade, c'était le signal d'un basculement stratégique. Depuis des années, la région du Sahel est une mosaïque de tensions. Menaces djihadistes, trafic transfrontalier, instabilité politique et dépendance économique. Les États sahéliens, longtemps arrimés à la France pour leur sécurité, ont vu l'équilibre se fissurer lorsque Paris a réduit puis réorienté ses opérations militaires. Les accords bilatéraux, censés garantir la paix, sont devenus le symbole d'une tutelle persistante. L'opinion publique, de Bamako à Niamey, a fini par rejeter la présence française, perçue comme un prolongement colonial. Dans ce vide de confiance, de nouveaux acteurs sont apparus, Moscou, Pékin, Ankara, chacun proposant équipements, formations ou partenariats énergétiques. Le contexte interne du Burkina Faso amplifie cette mutation. L'armée, éprouvée par des années d'attaque, cherchait un chef capable de rétablir la cohésion. Traoré, jeune officier issu des forces spéciales, a su incarner cette volonté de rupture, moins d'assistance extérieure, plus d'autonomie opérationnelle. Son discours, relayé dans tout le Sahel, oppose une souveraineté construite localement à une sécurité importée. Le résultat, en apparence militaire, touche en réalité à la légitimité politique. Reprendre le contrôle de la défense, c'est aussi reprendre la parole. Mais derrière cette montée en puissance nationale, une question demeure. Comment consolider une indépendance fragile sans recréer une nouvelle dépendance, simplement déplacée vers d'autres puissances? Dans les semaines qui ont suivi la remise d'armes, les premiers signes d'un changement tangible sont apparus. À la frontière nord, les patrouilles ont repris des zones longtemps abandonnées aux groupes armés. Dans l'est, les convois humanitaires circulent à nouveau sous escorte nationale. Ces résultats partiels traduisent moins une victoire militaire qu'un redressement moral, la perception d'une armée redevenue maîtresse de son territoire. Le colonel Sawadogo, commandant d'un bataillon frontalier, résume ce tournant. Pour la première fois depuis des années, nous ne demandons plus d'autorisation étrangère pour agir. Cette affirmation, relayée dans plusieurs garnisons, a renforcé la cohésion interne. Les jeunes recrues affluents, motivés par l'idée que servir l'armée, désormais mieux s'équiper, n'est plus un risque vain. Le moral redevient une arme, la discipline, un langage commun. Dans les villes, la population commence elle aussi à ressentir les effets de cette réorganisation. Les marchés rouvrent dans des zones jugées perdues, les administrations locales reprennent leurs fonctions. L'État regagne des mètres carrés de confiance. Cette reconquête lente, soutenue par les forces communautaires, illustre la stratégie d'Ibrahim Traoré. Réhabiliter la sécurité intérieure avant toute ambition régionale. Mais cet élan initial comporte une fragilité.
L'espoir ne suffit pas à combler les besoins logistiques, ni à neutraliser les réseaux d'ingérence. Le défi, désormais, est de transformer la ferveur en structure durable. Tout commence à la fin d'octobre, dans une atmosphère électrique à Ouagadougou. Des rumeurs de manœuvres françaises circulent. Des avions militaires repérés au sud du Niger, des convois aperçus au Bénin. Le gouvernement burkinabé, alerté, déclenche un audit complet de ses frontières. Les rapports convergent. Plusieurs bases extérieures renforcent leur dispositif. Le 2 novembre, Ibrahim Traoré convoque son état-major. Pendant 3 heures, cartes à l'appui, il expose la menace, encerclage militaire, pression économique, guerre de l'information. La décision tombe, réponse immédiate. Un plan logistique de grande ampleur est validé. Transport, stockage, déploiement. Les dépôts de matériel russe arrivent dans les jours suivants. Blindés, munitions, ravitaillement. L'opération est baptisée « Reconstruction souveraine ». Son objectif, doter chaque zone stratégique d'une autonomie de défense. Le 5 novembre, la cérémonie publique bouleverse le récit régional. Sous le soleil du Sahel, des centaines de soldats alignés, drapeaux levés. Ibrahim Traoré prononce une phrase qui deviendra leitmotiv. « Si vous manquez de quoi que ce soit, appelez-moi ». Derrière la formule, un signal politique, fin des intermédiaires. Le message traverse les frontières, la jeunesse sahélienne s'en empare, la diaspora relaie. Les images virales sont traduites en plusieurs langues. Le Burkina Faso devient symbole d'une riposte africaine à l'ordre établi. Les réactions s'enchaînent. À Paris, le ministère des Armées convoque une réunion d'urgence. À Washington, les analystes parlent de pivots géostratégiques imprévisibles. À Bamako et Niamey, des rassemblements de soutien se multiplient. La coopération tripartite Mali, Niger, Burkina est officiellement relancée sous le nom Alliance des États du Sahel. Des exercices conjoints s'organisent, la formation commune reprend. Dans le même temps, les médias occidentaux oscillent entre inquiétude et ironie. Certains dénoncent une alliance d'opportunisme, d'autres évoquent un retour de la guerre froide en miniature. Pourtant, sur le terrain, l'élan est concret. Les routes vers Dori et Fadangourma sont sécurisées, les écoles rouvrent, les marchés reprennent. Les chaînes d'approvisionnement militaire fonctionnent à nouveau, preuve que la coordination régionale porte ses fruits. Les États voisins hésitent. Faut-il suivre ou s'en distancer ? La Côte d'Ivoire reste prudente, le Togo temporise, le Ghana observe. Mais une évidence s'impose. Le centre de gravité du Sahel a bougé. En moins d'un mois, la stratégie d'action rapide d'Ibrahim Traoré a inversé la dynamique. L'encerclement dénoncé devient catalyseur d'union. Et au-delà des symboles, un principe s'ancre. La défense du territoire ne se délègue plus. Avant l'opération de novembre, les rapports militaires faisaient état d'une couverture territoriale limitée à 43% du pays. Aujourd'hui, selon les données consolidées de l'état-major burkinabé, le taux de contrôle effectif dépasse 71%, une progression de 28 points en 4 mois. Cette hausse n'est pas symbolique. Elle traduit le retour de l'administration dans près de 4 communes rurales autrefois classées zone rouge. Chaque kilomètre reconquis correspond à un poste, une école, un marché rouvert. Le deuxième indicateur concerne les effectifs. Entre janvier et décembre 2024, le recrutement des forces armées a bondi de 62%, atteignant près de 24 000 nouveaux engagés. Cette expansion, inédite depuis 2 décennies, s'explique par la revalorisation des soldes et par la perception d'un leadership incarné. Les jeunes ne s'enrôlent plus par contrainte économique, mais par conviction nationale. Les observateurs internationaux notent d'ailleurs un phénomène rare, un taux de désertion quasi nul depuis septembre. Troisième donnée, la logistique. Avant la remise d'armes d'Ibrahim Traoré, le parc de véhicules blindés opérationnels était estimé à moins de 150 unités. Fin décembre, il dépasse 470 engins actifs, dont 320 de fabrication russe et 150 remises en service localement. Cette multiplication par 3 de la mobilité terrestre a réduit de moitié les temps de réponse sur le front nord. Concrètement, une alerte transmise depuis Arbinda reçoit désormais appui en moins de 90 minutes, contre près de 4 heures auparavant. La différence se mesure en vies sauvées. Mais au-delà des chiffres, c'est la cohérence stratégique qui change. La logistique s'intègre dans un dispositif régional.
partage de carburant avec le Niger, maintenance croisée avec le Mali, planification unifiée des patrouilles frontalières. Ce maillage, autrefois impensable, repose sur un principe simple, mutualiser la résilience. Et c'est précisément là que se lie la rupture avec la tutelle extérieure. Cependant, ces progrès restent fragiles. Les capacités aériennes demeurent limitées, les communications cryptées insuffisantes, les drones d'observation rares. Le ministère de la Défense prévoit d'y consacrer 18% du budget national 2025, un effort considérable pour un pays au PIB modeste. Cette ambition révèle une transformation plus large. La souveraineté devient une équation comptable, mais aussi morale. Ibrahim Traoré l'a résumé lors d'un discours interne. Notre indépendance se mesurera à la précision de nos chiffres. Certains analystes occidentaux affirment que la stratégie de réarmement burkinabé n'est qu'une illusion de puissance. Selon eux, multiplier les blindés et les effectifs ne suffit pas à neutraliser les causes profondes du conflit, pauvreté, corruption et instabilité régionale. Ils craignent même qu'une militarisation trop rapide, soutenue par des partenaires non occidentaux, ne transforme le Sahel en théâtre d'influence concurrentielle. Leur argument repose sur un précédent, les années 2010, où l'afflux d'armes au Mali avait conduit à une escalade incontrôlée. Face à ce diagnostic, d'autres voix, africaines cette fois, défendent une lecture opposée. Elles rappellent que sans moyens matériels, aucune réforme institutionnelle ne peut aboutir. Pour ces observateurs, la sécurisation des territoires conditionne le développement économique. Impossible de construire une école ou un hôpital sous la menace permanente d'attaques. Dans cette perspective, les 200 armes lourdes livrées par le Burkina Faso ne constituent pas un excès, mais un préalable. L'objectif n'est pas la guerre, mais la dissuasion. Ibrahim Traoré, conscient de ce débat, a tenté d'en faire un levier de légitimité. En privilégiant la transparence des chiffres, il cherche à démontrer que chaque décision militaire découle d'un calcul rationnel plutôt que d'une réaction émotionnelle. Ses partisans soulignent que la dynamique actuelle, hausse de 28% du contrôle territorial, stabilisation de plusieurs zones, prouve que la planification l'emporte sur l'improvisation. En réalité, les deux positions se complètent plus qu'elles ne s'opposent. La modernisation militaire ne saurait suffire sans accompagnement civil. Inversement, la paix civile reste illusoire sans sécurité physique. Le défi du Burkina Faso est donc d'articuler ces deux dynamiques sans retomber dans une dépendance externe. Autrement dit, transformer la défense en moteur de reconstruction et non en fardeau budgétaire. La peur a changé de camp. C'est la phrase qui résume le mieux la transition actuelle au Sahel. Là où, il y a un an, les populations se tairaient à la moindre alerte, on observe désormais une confiance prudente. Les milices locales coopèrent avec l'armée régulière et les anciens bastions ennemis deviennent des zones de reconstruction. Ce basculement symbolique s'explique par un effet psychologique puissant, la certitude, largement médiatisée, que la riposte sera immédiate. Les déclarations d'Ibrahim Traoré, « Appelez-moi directement », ont pris valeur de doctrine. Elles traduisent un changement profond. Le chef ne se contente plus de diriger, il incarne l'action. Cette proximité verticale bouleverse les codes militaires hérités de l'époque coloniale, où l'autorité se mesurait à la distance. Mais la transformation ne s'arrête pas là. Le Burkina Faso, autrefois dépendant des programmes étrangers de maintien de la paix, devient exportateur de modèles. Des délégations du Tchad et du Soudan se rendent à Ouagadougou pour étudier l'organisation logistique de la nouvelle armée intégrée. Le centre de gravité africain glisse vers l'intérieur du continent. La première conséquence visible est les politiques. L'État burkinabé, fragilisé depuis 10 ans, regagne de la cohérence. Les gouverneurs de région, longtemps réduits à un rôle administratif, exercent de nouveau une autorité réelle. Le Parlement provisoire adopte des textes de planification sécuritaire, tandis que la présidence instaure une coordination hebdomadaire entre armée et ministère civil. Ibrahim Traoré transforme ainsi la verticalité militaire en instrument de gouvernance. La confiance réinstallée se lit dans les sondages, plus de 70% des citoyens déclarent soutenir la transition. La stabilisation progressive du Nord a permis la reprise de l'extraction aurifère artisanale, suspendue depuis 2021. Les recettes fiscales augmentent de 18% au dernier trimestre. Une part significative alimente le fonds d'autonomie énergétique.
Le commerce frontalier reprend avec le Niger et le Mali. Camions de bétail, ciment, hydrocarbures. Cette microéconomie transsaharienne réduit la dépendance envers les ports côtiers et renforce l'intégration du marché sahélien. Les observateurs de la Banque africaine de développement évoquent une résilience inédite en zone de conflit. Dans les villes, les associations de femmes et de jeunes se mobilisent pour soutenir les troupes et les déplacés. Des campagnes de dons spontanés financent l'achat d'équipements, la réhabilitation d'écoles et la distribution de vivres. L'unité nationale, autrefois slogan creux, se traduit par des gestes concrets. Les ONG locales s'appuient sur cette dynamique pour relancer des projets d'alphabétisation et de formation agricole. La cohésion sociale devient, paradoxalement, un sous-produit de la guerre défensive. Elle redonne sens au mot « patrie », souvent galvaudé depuis l'indépendance. Au-delà des frontières, la recomposition est en marche. Les États voisins observent avec prudence ce modèle de souveraineté assumé. Le Niger et le Mali renforcent leur coopération militaire, tandis que le Tchad amorce un dialogue discret. En revanche, la Côte d'Ivoire et le Bénin, alliés de la France, redoutent un effet domino. Le repositionnement diplomatique du Burkina Faso vers Moscou et Pékin suscite débat et inquiétude. Mais le message reste clair. Le Sahel ne veut plus subir, il veut négocier d'égal à égal. Cette mutation n'est pas qu'un épisode, elle ouvre un cycle historique. La question désormais n'est plus de savoir si le changement est possible, mais jusqu'où il ira. Car chaque kilomètre sécurisé, chaque école rouverte, chaque emploi retrouvé alimente une même idée, la souveraineté, enfin, se mesure en actes. Dans cette hypothèse, les forces armées burkinabées maintiennent leur position actuelle sans avancée spectaculaire ni recul majeur. Le taux de contrôle territorial stagne autour de 70% et les zones périphériques restent sous surveillance mixte. Les partenariats avec le Niger et le Mali se stabilisent, créant un axe sécuritaire du centre. La population, fatiguée, méconfiante, continue d'adhérer au discours nationaliste. Ce scénario suppose une discipline institutionnelle forte et une gestion rigoureuse des ressources. Ibrahim Traoré y conserverait un rôle pivot, gardien d'un équilibre entre défense et diplomatie. Les 3 États du Sahel unifient leurs doctrines militaires et administratives. Une zone économique spéciale voit le jour à la frontière tripartite, attirant capitaux africains et asiatiques. Les investissements russes et chinois financent routes, mines et télécommunications. Le Burkina Faso atteint alors une croissance de 6% et les exportations d'or et de coton doublent. La souveraineté politique s'accompagne d'une stabilité budgétaire. Dans ce cas, le modèle sahélien deviendrait une référence pour d'autres nations africaines en quête d'émancipation. La France et ses alliés renforcent leur présence militaire autour du Sahel, provoquant incidents et tensions. Des sanctions économiques frappent le Burkina Faso, tandis que le flux d'aide humanitaire se réduit. Le pouvoir, confronté à une pression budgétaire extrême, durcit son discours et restreint les libertés publiques. Les opposants exilés alimentent un contre-récit médiatique, amplifiant la fracture informationnelle. Dans cette version, le pays entre dans une phase d'isolement diplomatique périlleux, malgré la solidarité régionale. L'avenir du Burkina Faso dépendra moins du scénario choisi que de la capacité à ajuster sa trajectoire. Entre prudence et ambition, la clé réside dans une souveraineté flexible, une indépendance qui dialogue plutôt qu'elle ne se replie. Dans le village de Marcoy, au nord du Burkina Faso, les habitants racontent un détail simple. Le silence des nuits a changé. Autrefois, il était rompu par les détonations ou les cris de panique. Aujourd'hui, il se peuple de bruits familiers, moteurs, rires, radio. Ce retour à la normalité, fragile mais réel, vaut plus qu'un discours. Les femmes, premières victimes des déplacements, reprennent les activités communautaires. Les groupements agricoles, soutenus par le nouveau plan de microcrédit, redémarrent les semis de sorgho et de mil. Les enfants retournent à l'école, parfois sous une tente, souvent sans manuel, mais avec une idée nouvelle. Leur avenir ne dépend plus d'un pays lointain. Les enseignants, longtemps payés par des ONG, reçoivent à nouveau leur salaire de l'État. Chaque paie distribuée devient un acte de souveraineté. Dans les quartiers de Ouagadougou, la jeunesse urbaine s'organise différemment. Les collectifs culturels, les radios locales et les ateliers de formation civique se multiplient. Ils discutent de politique, d'économie, de mémoire.
L'armée n'est plus perçue comme un organe répressif, mais comme un prolongement du peuple. Cette fusion symbolique entre civils et militaires redéfinit la citoyenneté burkinabé. Ibrahim Traoré, dans ses discours récents, insiste sur ce lien. La souveraineté n'est pas un uniforme, c'est une responsabilité partagée. Ce message touche car il réintroduit une idée oubliée. L'indépendance n'est pas seulement un mot d'ordre, c'est un effort quotidien. Et c'est là que la reconstruction devient intime. La stratégie désormais affichée par Ouagadougou s'articule autour de 5 axes mesurables. Les forces armées poursuivent l'objectif d'un contrôle intégral d'ici fin 2025. Chaque district dispose d'un poste de commandement autonome financé par un budget localisé. Le succès se mesurera à la réduction des attaques mensuelles, indicateur clé déjà en baisse de 40%. Le gouvernement investit dans la maintenance militaire et la transformation agro-industrielle. Des ateliers régionaux fabriquent désormais des pièces détachées et du matériel de transport. L'idée: transformer la dépendance logistique en moteur d'emploi. Les collectivités territoriales retrouvent une autonomie budgétaire partielle. Une plateforme numérique publique permet de suivre les dépenses sécuritaires par province. Cette transparence, encore inédite dans la région, vise à consolider la confiance. Burkina Faso, Mali et Niger négocient une doctrine commune de défense et de développement. Des accords bilatéraux avec la Russie et la Chine sont encadrés par des clauses de non-ingérence. Objectif: coopérer sans dépendre. Ibrahim Traoré prépare une transition politique progressive appuyée sur des conseils citoyens régionaux. L'idée n'est pas de précipiter les élections, mais de reconstruire l'État depuis la base. Un comité mixte civilo-militaire en assurera le suivi trimestriel. À travers cette feuille de route, la révolution sahélienne cesse d'être une posture. Elle devient méthode. À Marcoy, là où les premières patrouilles avaient repris les pistes désertées, les habitants racontent encore le jour où tout a changé. Ce n'était pas une bataille décisive, ni une victoire éclatante. C'était simplement la certitude nouvelle que le pays n'était plus abandonné. L'armée, redevenue visible, avait ramené plus qu'une sécurité, un sentiment d'appartenance. Ce motif traverse aujourd'hui tout le Burkina Faso. Chaque école rouverte, chaque drapeau hissé devant une mairie reconstruite prolonge ce moment initial. La souveraineté cesse d'être un concept, elle devient une habitude quotidienne. Les visages burkinabés portent cette transformation silencieuse, celle d'un peuple qui se redresse sans triomphe, mais avec constance. Ibrahim Traoré, dans ses interventions récentes, revient souvent sur cette idée. Nous n'avons pas gagné la guerre, nous avons retrouvé le courage. Dans la poussière du Sahel, ce courage collectif vaut toutes les armes. Il tisse un lien invisible entre les soldats, les cultivateurs et les enfants des écoles. Et parfois, une nation renaît simplement en se souvenant qu'elle tient debout. Le Burkina Faso se trouve désormais à la croisée des chemins. Après les armes et les discours, vient le temps de la construction lente, celle qui ne se mesure ni en chars ni en slogans. Les succès militaires d'Ibrahim Traoré ont ouvert une brèche, celle d'une Afrique qui ose décider seule tout en restant attentive à ses erreurs passées. Mais l'histoire n'appartient pas qu'aux chefs, elle se tisse aussi dans les gestes ordinaires. Chaque citoyen, chaque village, chaque diaspora détient une part de cette responsabilité. Préserver la souveraineté ne se fera pas dans la solitude, mais dans l'union des consciences. Les alliances peuvent évoluer, les équilibres se déplacer, mais la valeur d'un pays se mesure à sa capacité d'espérer ensemble. Alors, que voulons-nous faire de cette seconde indépendance ? La transformer en horizon partagé ou la laisser s'effriter sous le poids des divisions ? La réponse n'appartient plus aux puissants, mais à ceux qui, chaque jour, refusent de plier.